Alors, les personnages de Genomics Asteroid, que je vous parle des personnages de Genomics Asteroid. Alors, on a des personnages, petite poignée de personnages principaux assez contrastés. Donc on a vu Hugo, donc notre biologiste célèbre qui a fusionné avec une machine type IBM Watson à son décès à 94 ans. Et son frère, un astrophysicien, qui donc lui est persuadé que si l'humanité n'arrive pas à développer la connaissance technique pour aller plus vite que la vitesse de la lumière, et donc s'extraire de la Terre, quitter son berceau pour ne pas mourir dans son berceau, l'aventure transhumaniste, post-humaine, enfin l'homme n'évoluera pas et s'atrophiera petit à petit. Donc il est persuadé de porter la mission sur son dos en se disant que la biologie, pour autant qu'on puisse se modifier l'humain, n'est qu'une béquille et que seule la conquête de l'espace, donc le savoir d'aller plus vite que la vitesse de la lumière, pourra permettre, enfin la pratique, surtout le savoir c'est une chose, la pratique pourra permettre de passer à la phase napoléonienne de la conquête de l'espace et donc d'amener l'humanité vers le post-humain, le transhumain. Donc évidemment, Mortimer, le frère jumeau de Hugo, est persuadé de porter la mission sur ses épaules. Et bien entendu, son frère biologiste est persuadé du contraire. Il est persuadé que c'est lui qui porte la mission sur ses épaules et que son frère est un petit peu un doux rêveur, un peu même un imposteur quelque part, parce que rien dans la science d'aujourd'hui ne permet d'avoir la moindre piste pour aller plus vite que la vitesse de la lumière. Rien du tout. On a des coups de baguette magique dans les science-fiction, on fait un truc, on fait un autre, on tord l'espace-temps, on fait plein de choses, on est waouh. Mais il n'y a rien qu'on puisse réellement utiliser dans la vraie science aujourd'hui. Donc ça nous limite quand même un petit peu dans nos déplacements. Donc ça, ce sont les deux personnages qui drivent la mission, vraiment les deux moteurs. On a notre directeur scientifique de la mission, Zhuang, qui est un chinois, professeur à l'Eye of Tech New York, chargé de cours, dirigeant un laboratoire. Un spécialiste de la stabilité du génome, des choses assez péchues en biologie, en bioinformatics, donc tout ce qui est programmation informatique, biologie, astrophysique, biologie nucléaire, de l'atome, médecine de l'atome, enfin tout ce que vous voulez. Donc Zhang est un augmenté à sa naissance, son génome même avant sa naissance a été modifié, il porte un petit peu de l'ADN de Hugo, ce qui techniquement en fait le fils un petit peu de Hugo. Et donc Hugo a été le sortir de sa zone de confort comme ça pour le recruter pour la mission. Évidemment, Zhuang est furieux, bien que génétiquement modifié, avec une grande stabilité émotionnelle, donc pas très équipé génétiquement parlant, pour laisser libre cours à son indignation, à sa fureur, de voir comment son papa, entre guillemets, son papa le manipule là. Et nous avons aussi d'autres personnages qui fonctionnent pas forcément par binôme, mais qui ont des qualités un petit peu complémentaires. Donc on a en fait, pour vous résumer les choses, deux camps, Hugo et Mortimer, ont décidé que si on n'avait que des créatifs, les choses seraient très fun, très exotiques, mais on risquerait l'effondrement, parce que créatif est d'une humeur instable, un jour il est euphorique, le lendemain il est déprimé, et donc ce serait dangereux de mettre l'avenir de l'humanité, du transhumanisme peut-être dans les mains des seuls créatifs. Ils sont donc flanqués des besogneux. Les besogneux, donc au tempérament beaucoup moins créatif, beaucoup plus stable, peut-être un petit peu plus ennuyeux, routinier comme notre Zhuang, mais qui s'ils étaient tout seuls, auraient l'inconvénient de ne jamais, qu'on stagnerait, on ne passerait jamais justement au transhumanisme ou au post-humanisme, puisqu'on serait toujours un petit peu à faire de l'innovation incrémentelle, donc un petit peu toujours de la même chose en mieux, mais toujours de la même chose, Donc Hugo et Mortimer pensent que c'est la combinaison des deux, des créatifs et des besogneux, qui va faire avancer les choses. En tout cas sur des RD4.
Nous avons donc des gens qui ont été recrutés pour aller dans ces camps respectifs. Donc la plus créative, c'est probablement Lara, donc une très jolie, alors on va dire américaine du Sud, japonaise, enfin plein de peut-être un petit peu aussi d'Autriche. Elle a un père qui est parti, elle avait 12 ans, au passé un peu compliqué, qui a des origines un peu multiples, et une maman plutôt européenne. Et tout ça se passe en Californie. Elle vit dans une très grande chambre qui ressemble à un décor de manga de folie. Lara est passionnée de manga, tout ce qui est japonais, le dynamisme, le mouvement dans les mangas, la couleur, l'esthétique. Et elle est équipée d'une redoutable armée de poupées qui sont connectées et un peu intelligentes, hein, en mode deep learning du futur, et qui apprennent en même temps qu'elle à distance, par le biais de l'informatique, en virtuel, plein de choses scientifiques en astrophysique, en programmation informatique, en biologie, etc. etc. Et donc Lara, pour aussi brillante qu'elle soit, de gros problèmes pour interagir avec les gens et communiquer. Elle est très geek, mais très maladroite sur le plan social. Alors je ne sais pas si vous parlez d'autiste intelligente, c'est des termes à la mode, moi je rentre pas là-dedans. Elle est juste ultra geek, mais un petit peu en déficience de communication sociale, ce qui lui a joué des tours pour être recrutée sur des postes à haut profil scientifique sur Terre, mais qui peut la servir pour aller dans une mission un petit peu folle sur un astéroïde, un caillou. Version planète, mais en beaucoup plus cheap. Et nous avons une autre élève, profil très différent, qui vient du Bangladesh, qui elle aussi a fait des cours en ligne pour apprendre plein de choses, des MOOC, Massively Open Online Course, qui est Nalini. Nalini, elle a vécu toute sa jeunesse, enfin sa jeunesse car elle est très jeune dans l'histoire, au Bangladesh, et elle a été recrutée après des tests de profil par l'IBM Watson et aussi formée par des cours en ligne avec une aide, un peu un coaching d'AI, type IBM Watson et autres. Et donc en plein de choses déjà pour avoir un niveau de vocabulaire qui soit un peu plus élaboré, parce que le quotidien du Bangladesh n'est pas vraiment branché, on va dire, théorie des cordes, enfin Big Bang théorie, vous voyez. Et apprendre plein de choses, les mathématiques, la biologie, la programmation informatique, enfin tout ce qui va pouvoir lui servir pour cette mission. Donc on imagine un peu le côté cauchemardesque de tout ce que cette fille a eu à ingurgiter pour en arriver là, mais aussi le côté rêve américain, voilà, vraiment le véritable rêve américain. Elle est recrutée. Et last but not least, on a un enfant parce qu'on s'est dit que si une mission partait pour de vrai dans l'espace, pour mettre des gens quelque part, eh bien, il voudrait tester un petit peu en mode rat de laboratoire, ce que RatLab, Prüfkaninchen en allemand, ce que donnerait un enfant sur le plan biologique, psychologique, plein de choses, affectif. Et donc ils emmènent un et un seul enfant. Ils l'emportent sous le bras, c'est le cas de le dire, parce que l'enfant en question n'a aucune envie d'être recruté. Et d'ailleurs, il aidait juste un pote qui lui était super enthousiaste. Et malheureusement, c'est pas le pote qui a été recruté, pas de bol, c'est lui. Et il est là, tout seul, il a même pas ses parents avec lui, ils sont juste en robot de téléprésence. Et donc il est là tout seul, et il doit être un petit peu à lui tout seul les trois compères de Harry Potter, Hermione, Ron et Harry. Donc il a le côté un peu tragique de Harry qui a jamais demandé à être là, à la cicatrice N. Ben, lui, il a jamais demandé à être recruté, il était juste là pour aider un pote super enthousiaste et geek, donc ils s'entendaient bien tous les deux. Il est gentil, il l'a aidé, quoi. Et puis finalement, quoi, il est recruté lui. Et il est aussi très très geek, hein, donc un côté Zhuang très très péchu et capable de beaucoup ingurgiter de matière, apprendre, une grande force de concentration, d'attention et
une immense ouverture d'esprit, curiosité scientifique et intellectuelle. Donc ce côté voilà, très très geek de Hermione et le côté un peu farceur, pétillant et imprévu de Ron, et aussi émotif. Voilà, il est un petit peu la trilogie à lui tout seul, ce qui représente un défi. Et ce qui, je pense, de facto, va nous conduire à en faire un petit peu le personnage principal. Désolé pour Craig Venter, que j'admire vraiment beaucoup. Et nous avons, j'ai oublié, un personnage un petit peu atypique, un petit peu hors norme. Nous en avons même deux. L'un des deux est aussi un Américain un petit peu étudiant de ses cours en ligne, mais qui a aussi été à la fac, enfin quand il y a été. Un peu un fils à papa, enfin un peu beaucoup même, fils d'un politicien très en vue aux USA, et qui déteste un peu son papa, et qui aime bien picoler dans les bars, et puis les filles lui tombent dans les bras, et il se passe des choses, et il rencontre des gens peut-être peu recommandables. En tout cas, Yann a du flair, de la débrouillardise, et sait semer la pagaille de façon redoutable, selon la technique de l'arroseur arrosé, et est extrêmement fouineur, rapide, euh, et a des réflexes redoutables. Bon, ce n'est pas du tout un grand travailleur, mais il peut être tout à coup charitable et par révolte vouloir aider autrui. Et donc il y a des interactions intéressantes qui sont passées sur Terre sans qu'aucun des deux n'en ait conscience, hein, les forums des cours en ligne entre Yann et Nalini. Et si Nalini est là aujourd'hui sur des RD4, c'est peut-être un petit peu grâce à cet Américain flegmatique qui par ennui regardait un petit peu ce cours en ligne, parce que un agitateur de la blogosphère en avait parlé, il a été voir par curiosité, et donc voilà, il a décidé qu'il allait peut-être aider un petit peu cette fille. Et peut-être que pour contrer des ennemis puissants sur Terre, il faut aussi l'agressivité, l'imprévisibilité d'un Yann, car tout scientifique est un petit peu trop prévisible pour des ennemis puissants et très mal intentionnés, et notre ennemi est sauce Harry Potter, donc très méchant. Et donc la dernière personne, elle est un petit peu au-dessus de la mêlée, c'est quelqu'un un biohacker de la première heure qui est habitué à se traficoter vraiment un petit peu dans tous les sens, et qui aime beaucoup lui rester sous les radars, donc il n'aime pas trop les politiciens non plus, ni la célébrité. Ce qui l'intéresse, c'est de vraiment tout ce qui est se prolonger, prolonger l'humain, l'améliorer dans la durabilité, dans l'excellence. Et donc l'aventure transhumaniste en premier chef le passionne, il s'y est longuement préparé, et à ce titre, il connaissait Hugo de son vivant, bien entendu. Donc ce sont deux compères, bien qu'Eva ait un côté gourou religieux, qui est intéressant pour avoir une autorité un peu religieuse dans la mission. On se doute que quelqu'un comme Nalini, qui a vécu son enfance et le début de sa jeunesse dans un pays Bangladesh, pauvre, très musulman, va avoir besoin d'une autorité un peu religieuse, bon pas sectaire, hein, mais un peu spirituelle, et d'autres aussi. Et donc voilà, le futur des religions, peut-être que les religions seront là dans le futur, et pourquoi pas. Et donc Eva est là pour représenter un petit peu le côté autorité spirituelle de la mission. Et j'ai voulu tout bêtement, j'ai un passé de ballerine, j'ai eu Maurice Béjart comme professeur, le chorégraphe, ballet du XXe siècle. J'ai voulu un petit peu rendre hommage à mon ancien professeur qui, très longtemps avant les autres, a parlé et a vu les conséquences incalculables de la mondialisation. Donc il a tout de suite vu que c'est incalculable surtout. Et nous, on était à l'Opéra, à l'époque, au Conservatoire de Paris, on avait dans les 12, 13, 14 ans, et ce monsieur qui nous parlait de la mondialisation. Tu sais ce que c'est que la mondialisation? Non, répondait-on. Eh bien, tu cueilles une rose à Bagdad et tu pleures à New York. Vous imaginez, on était en répétition de Gisèle peut-être, ou du Lac des Cygnes, qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire?
C'était toujours très poétique avec Maurice Béjart, mais aussi très profond et un peu claque dans la figure. Donc j'ai voulu un petit peu refléter ces aspects dans Evam et pourquoi pas faire un ballet du 22e siècle sur des RD4, qui sait. Voilà, donc c'était une tentative très maladroite de parler des personnages contrastés ou en couleur et nous l'espérons un petit peu complémentaires sur des RD4 et au préalable sur Terre, ne pas oublier. Nous travaillons toujours dans l'enthousiasme et la curiosité scientifique et intellectuelle qui nous pousse même à faire les recherches les plus rébarbatives et les plus ennuyeuses. Là, je n'inclus bien entendu pas tout ce qui est SpaceX d'Elon Musk, puisque là-dessus nous sommes tous des passionnés. Ça, c'est pas difficile. Si néanmoins vous avez la moindre piste sérieuse sur le plan scientifique pour aller plus vite que la vitesse de la lumière, nous sommes preneurs pour le tome 2. Allez, merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, bye!